Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction au chapitre 14 déterminants et orientation et au chapitre 15 valeurs et vecteurs propres. Ce sont deux chapitres qui sont reliés. On verra en particulier que le déterminant nous permettra de calculer les valeurs propres par l'intermédiaire d'un objet qu'on appellera le polynôme caractéristique. Et d'ailleurs, ça doit vous rappeler quelque chose, c'est un objet qu'on a déjà rencontré lors du cours sur les équations différentielles linéaires. Et je commence par dire quelques mots du chapitre déterminant. Alors le chapitre s'appelle déterminant et orientation, puisque le déterminant, ça va représenter une longueur en dimension 1, une aire en dimension 2, un volume en dimension 3, et puis on va généraliser ça à toute dimension. Mais ces quantités, elles vont avoir un signe, et le signe du déterminant, ça va déterminer, ça va correspondre à l'orientation. Donc, je reprécise, le déterminant donc, va nous donner, va mesurer des longueurs orientées, des aires orientées, des volumes orientés, et l'orientation sera donnée par le signe du déterminant. En fait, le déterminant, vous le connaissez déjà, d'abord parce que il y a cette vidéo de 3 Blue 1 Brown qui est très bien faite, qui présente très bien le déterminant, et que normalement vous avez regardé. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous encourage vivement à le faire à ce stade. Et puis l'autre raison, c'est que le déterminant dans R2, on l'a déjà rencontré dans le chapitre 9, Introduction à l'algèbre linéaire. Et les premiers slides de ce chapitre sur le déterminant orientation, vous voyez ça c'est le slide 1. Les premiers slides, ça va consister en fait à rappeler des choses qu'on a vues dans le chapitre 9. Donc je vais commencer par présenter brièvement ces slides-là. Et je commence par ce premier slide qui porte sur l'orientation dans R2. Qu'est-ce que c'est l'orientation? C'est relative à une base. C'est l'orientation d'une base. Et que nous dit la définition? C'est qu'en fait, on peut définir deux types de bases de R2, les bases positivement orientées et les bases négativement orientées. Et la figure se suffit à elle-même. Donc il y a deux vecteurs de base, ils sont ordonnés les deux vecteurs. Il y a un premier vecteur qu'on a tracé en rouge et un second vecteur qu'on a tracé en bleu. Et conventionnellement, on dit que la base est positivement orientée si on va du premier vecteur vers le deuxième dans le sens trigonométrique direct. Et que la base est négativement orientée si on va du premier vecteur vers le second dans le sens trigonométrique rétrograde. Ou aussi le sens des aiguilles d'une montre, quoi. Cette notion d'orientation, du fait qu'il y a deux types de bases, les bases positivement orientées et les bases négativement orientées, on va retrouver ça en toutes dimensions. En dimension 1, comme en dimension 2, et aussi en dimension 3 et en dimension supérieure. Il y aura à chaque fois deux types de bases. Les bases positivement orientées, les bases négativement orientées. Deuxième slide, à nouveau, c'est un rappel du chapitre 9, c'est la notion de déterminant de deux vecteurs et une définition géométrique. Et bien la définition du déterminant de deux vecteurs, c'est l'aire orientée du parallélogramme défini par ces deux vecteurs. Donc c'est cette aire-là, avec un signe positif si l'orientation est positive, comme sur le dessin. Ici, le déterminant sera positif. Si on renverse, si on échange U et V par exemple, le déterminant serait négatif. Et donc, voici une
définition possible du déterminant en dimension 2. Définition géométrique avec l'air comme étant base fois hauteur du parallélogramme. Et puis on a aussi une définition analytique, et celle-ci, c'est celle qui sera la plus naturelle, qu'on généralisera le plus naturellement en toutes dimensions. Et la définition analytique, c'est cette formule pour deux vecteurs U et V, c'est cette formule AD moins BC. Et bien sûr, il y a une première proposition, c'est que les deux définitions du déterminant sont équivalentes, c'est-à-dire donnent la même valeur. Slide 4, une première justification de l'équivalence entre ces deux définitions du déterminant en dimension 2, c'est à nouveau un rappel du chapitre 9. Et slide 5, une deuxième justification tirée de la vidéo de 3 Blue 1 Brown, à nouveau de l'équivalence des deux définitions du déterminant en dimension 2. En fait, le déterminant en dimension 2, il est important pas tant pour mesurer les aires ou les aires orientées, mais surtout pour mesurer des facteurs de dilatation des transformations linéaires. Donc, ici, on définit, c'est à nouveau un rappel du chapitre 9, le déterminant d'une matrice de 2. Voilà une matrice de 2. Alors, la définition formelle, c'est que le déterminant, c'est le déterminant des deux vecteurs colonnes. Donc, c'est cette formule AD moins BC en dimension 2. Mais ce que ça représente, c'est que pour l'application linéaire canoniquement associée à la matrice de 2, donc pour cette application linéaire qui est une transformation de R2, eh bien, le déterminant, ça va représenter l'aire du parallélogramme à l'arrivée. Et cette aire du parallélogramme à l'arrivée, qui est l'image par la transformation linéaire du carré canonique engendré par les deux vecteurs de la base canonique, cette aire de ce parallélogramme, c'est aussi le quotient entre l'aire de ce parallélogramme et l'aire du carré, puisque l'aire du carré, elle vaut 1 dans l'espace de départ. Donc le déterminant, c'est l'aire de ce parallélogramme engendré par les images par F des deux vecteurs de la base canonique. Sur le dessin, c'est noté S, mais la transformation, c'est bien F, parce que la figure est tirée de l'applet. Mais c'est aussi donc un rapport entre une aire à l'arrivée et une aire au départ. Autrement dit, c'est un facteur de dilatation des aires, ce déterminant. C'est ça que ça représente. Voilà ce que j'ai écrit ici en dessous, un facteur de dilatation des surfaces ou des aires pour cette transformation linéaire. Et du point de vue de l'orientation, on va dire qu'une transformation de R2 préserve l'orientation si son déterminant est positif et renverse l'orientation si son déterminant est négatif. Et on va illustrer cette notion de préserver ou renverser l'orientation sur l'applet qui est en lien ici. Voilà, là je suis sur l'applet qui était en lien sur le slide. Alors, j'ai changé les valeurs pour avoir une transformation de déterminant 1 qui préserve l'orientation. Si je clique sur Animate, on va voir visuellement la transformation comme une déformation continue de ce carré initial vers le carré image par l'application. Je clique et vous voyez la déformation continue. Ici, c'est un cisaillement tel que la matrice est faite et le déterminant vaut 1. On recommence et vous voyez que l'orientation est préservée. À présent, j'ai modifié les deux valeurs de la matrice et on recommence, on clique sur Animate. Cette fois-ci, alors
j'ai changé les valeurs pour avoir cette fois-ci un déterminant négatif. Et on clique sur Animate. Et là, ce qu'on voit, effectivement, c'est ce renversement de l'orientation qui est lié à ce déterminant qui vaut -1. Je le remontre une deuxième fois. Ici, clac, hein, c'est une déformation continue. Donc si c'est une déformation continue, le déterminant, au départ, il n'y a pas de déformation. Si on part de... Il y a 0 déformation. Donc au départ, en quelque sorte, le déterminant vaut 1. Puis il va varier continuellement ce déterminant pour atteindre le déterminant final -1 de la transformation. Donc il va passer par la valeur 0. Il va passer par la valeur 0 quand le plan va être écrasé sur une droite. Je le remonte une dernière fois. Ici, clac. Et voilà, il y a un renversement. Alors, si vous allez maintenant au sommaire du chapitre, eh bien, il y a 3 parties. Il y a... Excusez-moi. Oui, c'est ça. Il y a 3 grandes parties. Il y a une première partie qui consiste à parler du déterminant dans R2, dans R et dans R3. Et déjà, toute la partie R2, on l'a déjà présentée dans le cadre de cette vidéo. Donc il resterait juste à faire dans R, où ce sera très simple, et dans R3, où ça représente le volume. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est quand même très concret. Voilà. Après, il y a une deuxième partie qui est un peu plus théorique, qui va consister simplement à généraliser cette notion de déterminant en dimension 1, 2, 3, généralisée à toute dimension. Vous voyez, on va parler de volume d'un parallélotope. Parallélotope, c'est comme un parallélogramme ou un parallélépipède, mais en toute dimension. Hein. Donc je ne vais pas en dire plus dans cette vidéo sur cette deuxième partie. On va aller tout de suite à la troisième partie. Et la troisième partie, ça va être consacré au calcul effectif de déterminants. Et en fait, ça ne va pas être trop compliqué. En petite dimension, en dimension 2 et 3, on aura des formules explicites. Alors, surtout en dimension 2. Hein, en dimension 2, on a une formule explicite. On aura éventuellement une formule explicite en dimension 3, mais qui n'est vraiment pas indispensable de savoir. En revanche, ce qui va nous permettre de calculer le déterminant, c'est plutôt des techniques assez simples, quelque chose qu'on appellera le développement de la place, développement suivant une ligne et une colonne, et surtout le fait que pour une matrice triangulaire, le déterminant sera très simple à calculer, et que le déterminant, il va se comporter de manière assez simple par rapport à des opérations sur les lignes et les colonnes, ce qui va permettre de se ramener en pratique à une matrice triangulaire. Je vais aller très rapidement à ces deux sections. Donc ici, je suis sur le déterminant d'une matrice triangulaire. Et le déterminant d'une matrice triangulaire, regardez, c'est simple, c'est égal au produit des coefficients diagonaux de la matrice. Ici, vous avez une matrice triangulaire. J'essaye quand bien même de dessiner le triangle inférieur qui vaut 0. Là, la matrice est triangulaire supérieure, elle pourrait aussi être triangulaire inférieure. Et vous voyez, les coefficients diagonaux sautent en rouge. Eh bien, le déterminant, c'est juste le produit des coefficients diagonaux. Bien sûr, c'est aussi la même chose pour une matrice diagonale, et c'est assez naturel par rapport à ce que représente géométriquement le déterminant, que pour une matrice diagonale, le déterminant soit le produit des coefficients diagonaux. C'est encore vrai pour une matrice triangulaire, parce que le triangle là, de valeur non nulle, qui ici est le triangle supérieur, ne va rien rajouter. En gros, il va rajouter comme une forme de cisaillement à la déformation associée aux coefficients diagonaux. Donc essentiellement, on a traité ce qui concerne le déterminant d'une matrice triangulaire, et je vais aller à la dernière section, effet sur le déterminant d'une matrice d'opération sur les lignes et les colonnes, pour expliquer comment se ramener au déterminant d'une matrice triangulaire. Alors je suis allé à la section effet sur le déterminant d'une matrice d'opération sur les lignes et les colonnes, et vous avez cette proposition qui est importante, qu'il est important de bien comprendre, et qui rappelle un petit peu ce qu'on avait vu sur le rang. On avait vu que les opérations sur les lignes et les colonnes qui consistent à multiplier
une ligne ou une colonne par un scalaire, échanger deux lignes ou deux colonnes et ajouter à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes, ou la même chose pour les lignes, on avait vu que ça ne changeait pas le rang. Pour le déterminant, c'est un tout petit peu plus compliqué. Si vous multipliez une ligne ou une colonne par un scalaire lambda, ça multiplie le déterminant par lambda. Ça, c'est le caractère multilinéaire du déterminant. Et vous le savez déjà en dimension 2. En dimension 2, imaginez l'aire d'un parallélogramme. Si vous multipliez un des vecteurs par 2, ça multiplie l'aire du parallélogramme par 2. La deuxième opération, c'est échanger deux lignes ou deux colonnes. Ça renverse l'orientation. Si vous inversez les deux vecteurs, par exemple, qui engendrent un parallélogramme, ça renverse l'orientation, donc ça multiplie le déterminant par -1. Et surtout, si vous ajoutez une colonne, une combinaison linéaire des autres colonnes, le déterminant est inchangé. Et pareil pour les lignes. Le fait que toutes ces opérations aient le même effet qu'on les effectue sur les lignes ou sur les colonnes, ça vient du fait que le déterminant est invariant par transposition. C'est la proposition 13, on va y aller tout de suite. Voilà, là je suis allé à la proposition 13. Le déterminant est invariant par transposition. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour une matrice, le déterminant de la matrice, c'est égal au déterminant de la transposée. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans la démonstration tout de suite. J'en dirai pas plus là, mais juste le résultat est vrai. Et du coup, pour en revenir à cette proposition 16, vous voyez, et puis à cette remarque qui faisait appel à cette proposition 13 sur le fait que le déterminant est invariant par transposition, ça veut dire qu'on peut faire les mêmes opérations sur les lignes ou sur les colonnes, ça ne change pas le déterminant. D'ailleurs, quand il s'agissait du rang, c'était la même chose. On savait que le rang des lignes était égal au rang des colonnes. Ici, c'est un peu pareil. Le déterminant des lignes est égal au déterminant des colonnes. Du coup, une stratégie opérationnelle possible pour calculer un déterminant, ce sera d'effectuer des opérations sur les lignes et sur les colonnes pour triangulariser la matrice. Et ça, vous savez le faire, c'est l'algorithme du pivot de Gauss. Et une fois que vous avez triangularisé votre matrice, eh bien, vous savez calculer son déterminant. C'est juste le produit des coefficients diagonaux. Et voilà, on a une technique de calcul effectif du déterminant. Et donc, on va s'arrêter là pour cette première vidéo qui finalement était simplement une introduction rapide à ce chapitre déterminant. En conclusion, on a rappelé ce que c'était le déterminant en dimension 2. On a une petite idée de ce que ça représente dans les autres dimensions, c'est simplement l'extension ou la généralisation de ce que c'est en dimension 2. Et on a une méthode pratique de calcul de ces déterminants. Excusez-moi, une dernière chose dont j'ai oublié de parler plus tôt dans la vidéo. À quoi est-ce que ça va nous servir, les déterminants? Ça va nous servir beaucoup dans le chapitre valeurs et vecteurs propres pour calculer des vecteurs propres. Et la propriété importante qu'on va utiliser, c'est celle-ci. Il y a écrit équivalence entre l'inversibilité d'un endomorphisme et la non-nullité de son déterminant. Et c'est quelque chose que vous savez déjà en dimension 2. En dimension 2, une matrice est inversible de 2 si et seulement si son déterminant est non nul. Si son déterminant est nul, c'est qu'elle tue, c'est qu'elle écrase une dimension. Si le déterminant est non nul, elle préserve les deux dimensions, donc elle est inversible. Alors, dans les notes de cours, c'est présenté d'abord pour les endomorphismes, qui est écrit ici, endomorphisme, parce que le cours présente les choses de façon un petit peu, on va dire, constructive, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est la version matricielle de cette propriété, et donc je vais aller à cette section-là, déterminant d'une matrice carrée propriété, déterminant d'une matrice carrée propriété, et vous voyez, vous avez cette propriété-là, très importante parce que c'est à ça que vont nous servir les déterminants en pratique. Une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. On le savait déjà en dimension 2, c'est vrai en toute dimension.
puis ici vous avez d'autres propriétés du déterminant, mais sur lesquelles je reviendrai plus tard. Et cette fois-ci, on a terminé pour de bon pour cette vidéo introductive au chapitre déterminant. Et merci pour votre attention.